Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute dernière conversation mixte. Nous y voilà, c'est la fin du mois de mai, la fin de ce mois de la bande dessinée. Vous le savez peut-être, mais tous les mercredis, à quelques exceptions près, nous avons présenté une conversation mixte sur le milieu de la bande dessinée, qui était en fait des conversations qui mélangent la bande dessinée et un autre médium artistique. C'est des événements qui sont organisés par le Festival de la bande dessinée de Montréal qui a eu lieu le week-end dernier, de vendredi jusqu'à dimanche en ligne. D'ailleurs, bientôt, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les conversations qu'il y a eu lieu sur le YouTube du festival. Mais pour le moment, on est en direct. On vous propose la dernière conversation qui est bande dessinée et théâtre. Et pour ce faire, on va vous présenter un projet artistique qui a mélangé le théâtre et la bande dessinée qui s'appelle Le garçon au visage disparu, qui est un texte écrit par Larry Tremblay. Larry est avec nous. Bonjour Larry. Bonjour Catherine. Larry, vous êtes dramaturge et auteur de plus d'une trentaine de livres, entre autres L'Orangerie, qui est très populaire, ou plus récemment L'Impureté, Le Dernier Mari, qui est votre dernier titre, et cette œuvre, Le garçon au visage disparu, qui sera adaptée en bande dessinée par Pierre Lecrenier. Pierre, vous êtes là aussi avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes illustrateur et auteur de bande dessinée. On vous connaît entre autres pour la série Le Belge, qui compte 4 volumes à ce jour. Et vous êtes la personne qui a mis des images aux mots de Larry Tremblay pour ce texte, Le garçon au visage disparu. Je suis curieuse peut-être de savoir comment ça s'est passé parce que votre rencontre a lieu en 2017, donc quelques années déjà, au Festival de la bande dessinée, au Parc La Fontaine. Est-ce que vous aviez déjà lu le texte de Larry Tremblay? Comment ça s'est passé, cette rencontre entre les deux? C'est moi qui commence. Oui, allez-y. En fait, simplement, comment ça s'est passé? Larry avait déjà. Moi, je connaissais le Christobesque, qui était publié en Belgique par une boîte d'édition belge, et l'auteur avec qui je travaille pour la série Le Belge. S'occuper de cette boîte d'édition aussi. Enfin voilà. Et donc quand on est arrivé pour cette pour le festival de Montréal, Benoît, donc Edgar Cosma, qui s'occupait de cette maison d'édition, avait prévenu Larry qu'on était là, et donc on s'est rencontrés comme ça en buvant une petite bière. Et donc, et puis voilà, on a parlé beaucoup de BD. Je présentais aussi en fait un travail de BD de reportage pour la revue Topo et la revue dessinée. Et donc, on a beaucoup parlé pas mal de ça aussi avec Larry. Et puis, de fil en aiguille. Moi, je connaissais juste ce bouquin-là de Larry, donc le Christobesque. Alors, il m'a expliqué que. Ah oui, alors aussi. Je connaissais bien et très très bien en fait le travail de Guillaume Perrault, et Larry venait de sortir un bouquin avec Guillaume Perrault qui est Même pas peur. Et voilà. Et par contre, c'est marrant parce que j'avais ce bouquin, je l'avais acheté, mais j'avais pas fait encore le lien. Je m'étais pas dit tiens, Larry Tremblay, c'est le même Larry écrivain. Et donc et voilà, on a parlé de ça, puis je dis voilà. C'est vraiment un bouquin que j'aimais bien, et voilà. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça a commencé, hein, Larry. Oui, en fait, évidemment, comme je ne te connaissais pas, je t'ai connu. Oui, voilà. Un verre de bière, et puis j'ai regardé ce que tu faisais, parce que quand on va au festival de BD, on regarde beaucoup de BD et on en achète quelques-unes, et j'ai vraiment aimé beaucoup ton graphisme, tes couleurs, enfin, la façon que surtout dans tes reportages dans les bandes dessinées. Mm-hmm. Et, au moment où je regardais tout ça, je n'avais pas le projet de travailler avec toi. C'est simplement que à l'époque, ma pièce, Le garçon au visage disparu, jouait parce qu'elle a été créée en 2016 et on l'a jouée jusqu'en 2019. On a fait quelques tournées en Europe et tout ça. Mais l'idée m'est venue d'en faire une adaptation de BD. Et là, évidemment, la première étape, c'est mais avec qui? Et mes revenus, ton travail. Et j'ai été tout de suite contacté, et puis voilà, ça s'est fait très rapidement. Voilà. Mais c'était déjà en nous, je pense, non? Tu m'avais appelé en nous.
Et puis, enfin voilà, moi, j'ai lu le texte Et là, et après j'ai ça, dit ben, oui tout de évidemment, suite. c'est une exploration, comment travailler, comment passer de la scène à la planche. Et ça, Mhm. c'était vraiment une belle expérience pour moi parce que c'était la première fois que j'avais fait du théâtre à la BD. Et donc, il faut réfléchir, il faut trouver d'autres façons d'exprimer l'histoire. Il faut surtout aussi réduire la masse textuelle. Euh, Mhm. parce que souvent, il y a trop de texte, toujours trop de texte pour ceux qui font des illustrations. Ouais, ouais. C'est très long, l'illustration. Donc, il ne faut pas hésiter à garder que l'essentiel des dialogues pour que enfin, la bulle ou le dessin puisse faire son travail de Voilà. lui-même. Il n'y a pas de redondance entre le texte et l'image. Et moi, dans mon cas, c'est un projet qui était un peu une tour, enfin, allez, disons, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du graphisme parce que d'habitude, je travaillais beaucoup à distance, toujours à des personnages un peu, je dirais, si on prend des gros exemples comme ça, plutôt comme Tintin, ben, il est toujours il y a très peu de gros plans, très peu de zoom sur les visages, etc. Et ici, justement, comme c'est principalement du dialogue, des expressions de personnages, je pense on a 4 lieux différents dans le livre parce que c'est très théâtral. Donc, on a 4 scènes différentes, enfin 4 lieux différents. Et donc, il fallait beaucoup jouer sur les expressions, changer les expressions des personnages, ce que je faisais jamais avant. Enfin, pas autant, quoi. Et donc j'ai dû travailler des personnages de beaucoup plus près, des ambiances, des choses comme ça que je faisais beaucoup moins avant. C'est Ouais, venu avec ça. ça me rappelle beaucoup, parce que j'ai fait de la mise en scène il y a quelques années. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on a un projet, c'est de dire, mais qui va jouer les personnages? Et donc, on doit faire un casting, une distribution. Et je crois qu'on avait commencé comme ça, Pierre, c'est-à-dire, fallait trouver les personnages principaux et que tu les dessines et qu'on s'entend, toi et moi, sur ce casting. C'est-à-dire, est-ce que tel personnage a telle couleur de cheveux? Et en même temps, aussi sur, est-ce que c'est très, très réaliste? Trop enfantin? Il fallait trouver je dirais, une bonne, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Parce que si c'était trop enfantin, ça ne va pas fonctionner, puisque c'est un texte pour ados. Ouais, Trop ouais. réaliste non plus, puisque c'est quand même un univers fantastique où on parle de zombies, où on parle de crise existentielle des jeunes ados et tout ça. Je pense qu'au début, on a essayé de trouver le bon casting, la bonne forme graphique pour que l'histoire puisse fonctionner, surtout en visant le lectorat adolescent. Voilà. Parce qu'il y a ce lien qui... Oh, pardon, Pierre. Non, Il y a juste, quelque chose? oui, parce que ce qui m'avait frappé aussi, c'est que Larry, la première fois, tu m'as dit que quand tu écrivais, tu entendais les personnages, mais que tu ne les voyais pas. Donc, c'est Voilà. quand la pièce se mettait en place que tu commençais à les voir. Et donc, en fait, il fallait que je te les fasse découvrir d'une certaine manière, quoi. Donc, Ouais, il fallait qu'il les présente et voilà, c'est là, ça. on discutait avec ces personnages comme si c'était qu'ils étaient dans notre salon et pour vérifier si oui ou non ça allait fonctionner. C'est ça, quoi. En fait, ce sont des ajustements successifs. Et à un moment donné, par exemple, il y a un policier, tu te souviens, il y a un policier dans Les Garçons, ça commence d'ailleurs dans un poste de police. Son Ouais. premier policier, vu on s'était entendu pour que ça se fasse, que l'action se passe au Québec, et donc à Montréal, j'imagine, il fallait que le personnage, que le policier m'apparaissait trop européen, ses premiers. Oui, oui, je me souviens. Ouais. Alors là, je t'avais envoyé des photos d'une émission ici qui passe à la télé. Euh, C'était pas, comment ça s'appelle déjà? c'était pas un numéro d'un Unité bureau? 9? Voilà, c'est ça, voilà, non? Unité 9? Ou non, District 31? District Oui, 31. voilà, Voilà. c'est ça, voilà. Je lui ai envoyé la photo de Guy Dorroy. C'est ça, ouais, ouais. Et tu vois, c'est comme pour les arbres. Les arbres Oui, oui, oui. tes premiers arbres m'apparaissaient trop belles. Alors, en fait, des petits détails comme ça qui fait qu'on se fait du ping-pong tout le temps. Et en même temps, parfois, c'est surprenant de voir la vision de l'œil de Pierre.
sur, je dirais pas un œuvre en pierre, mais de pierre, sur la ville de Montréal, parce que pour lui, c'était vraiment intéressant de dessiner Montréal. Oui, parce que au tout début, d'ailleurs, tu m'avais dit, tu préfères placer l'action à Bruxelles ou à Montréal? Tu m'avais demandé. Ah oui, moi d'office, je préférais le faire à Montréal parce que il y avait un côté exotique aussi pour moi, et donc un peu excitant de devoir chercher. Puis bon, on s'est rencontrés là-bas, etc. Donc je sais pas, je voyais ça me permettait d'expérimenter d'autres choses. Et c'est vrai qu'au début, les arbres, ça n'allait pas du tout. On aurait dit le sud de la Provence. Donc, c'est comme les automobiles aussi, les camions. Ouais. Évidemment, par rapport aux saisons, au changement climatique, la neige, l'automne, parce que le garçon du Val disparu, on va passer d'une saison à une autre, et le passage de la saison indique le temps qui est passé. Donc, c'est très, très important que le lecteur puisse comprendre qu'il y a un mois, 2 mois, 3 mois qui sont écoulés depuis qu'on a tourné une page. Donc, le graphisme est très important aussi pour situer et le temps et l'action. Voilà, tout à fait. On est en direct sur cette conversation mixte sur l'univers de la bande dessinée et le théâtre, le mélange entre les deux. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de les écrire soit sur la conversation YouTube ou Facebook et je pourrai les relancer au courant de la conversation. Pour ceux et celles qui n'ont pas lu le texte de Le garçon au visage disparu, peut-être qu'on peut situer, c'est l'histoire d'un adolescent qui apprend une nouvelle assez malheureuse par rapport à son père qui est à l'extérieur du pays, quelque part en Afrique, qui est en mission d'aide humanitaire. Et de fil en aiguille, il va tranquillement perdre son visage. Ou du moins, on a cette idée de la perte du visage. Il va y avoir un mystère autour de ça. Et la mère va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et elle va aller voir un policier. Ensuite, elle va aller voir un prêtre. Pierre, justement, comment on fait pour dessiner un garçon qui n'a pas de visage, ou du moins conserver le mystère du texte, parce que à quelques moments, c'est pas non plus dit qu'on va voir vraiment le jeune garçon ne pas avoir de visage. En fait, ça c'était une grande question. On a pas mal discuté avec Larry. On se pose la question, est-ce que, moi en fait au tout début, je me dis, on va toujours éviter de montrer le garçon sans visage. Parce que c'est une très grande différence aussi entre moi j'ai lu d'abord le texte, donc quand on lit le texte on peut s'imaginer un garçon sans visage, il n'est pas décrit, donc chacun peut se faire une idée, et puis finalement en travaillant Larry m'a un peu expliqué comment il a, parce que j'ai pas vu la pièce de théâtre, et il m'a un peu expliqué comment il apparaissait dans la pièce de théâtre, etc. Et donc, de fil en aiguille, c'est venu par effet. D'abord, j'ai créé juste de l'ombre, un peu comme sur la couverture, là, on ne le voit pas. Et puis, à un moment donné, en fait, dans le bouquin, la mère explique vraiment le toucher, la sensation. Et donc, du coup, j'ai essayé de rendre ça plutôt comme une matière que vraiment comme un visage. Et je sais pas bien expliquer, en fait. Je crois que c'était... ça s'est fait un peu en essai-erreur comme ça. J'ai pas vraiment réfléchi. Je sais pas. À un moment donné, j'ai envoyé des tests à Larry, puis il m'a dit là c'est bon, on sent. C'est comme ça un peu, Larry, que ça s'est passé, non? Oui, je pense que les derniers essais, j'aimais beaucoup parce que c'était un peu comme si tu avais une gomme à effacer et que tu avais effacé les traits d'un visage. Il ne restait plus qu'une forme blanche ou blanchâtre, et avec un volume, quoi, quelque chose de sensoriel, parce que la maman touchait le visage ou l'absence de visage de son fils. Voilà. Elle le décrivait, donc il fallait vraiment que là, Pierre le dessine, en fait, dessine l'absence du visage. Et parce que dans l'histoire, ce visage devient un écran où apparaît un autre visage. Oui, voilà, c'est ça qui est vrai. Je ne veux pas, comme on dit en anglais, spoiler ou divulgacher l'histoire, mais c'était important que ce visage absent devienne aussi un lieu où apparaît un autre visage. Voilà. On peut peut-être parler aussi de l'autre forme à l'intérieur qui devait peut-être être un peu complexe au niveau de l'illustration, c'est le personnage de la vieille dame.
qui devient oui, un peu fantomatique aussi à l'intérieur du texte. Le texte aussi a ce mystère de zombies, ce mystère de fantômes. Pierre, comment tu t'es approprié cette partie de l'histoire et comment tu es arrivé à l'illustrer? Mais ça, j'ai pas eu trop de mal en fait, parce que en tout cas à rentrer dedans, parce que j'ai des enfants qui sont qui aiment bien dessiner en plus et qui adorent dessiner des monstres. Et donc, donc en fait, cet univers-là, je le connaissais bien. Mais par contre, ce qui était difficile, c'est de trouver comment intégrer. J'avais peur de tomber dans, parce qu'en fait ici, il y a des zombies, mais on reste dans un univers quand même poétique. C'est pas du tout. Donc on parle du Walking Dead et des choses comme ça, mais il fallait pas que ça fasse Walking Dead la manière dont je le dessine non plus. Donc ça, c'était la manière, comment m'approprier cet univers-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé beaucoup plus sur les matières. Tout le bouquin est un peu travaillé comme ça au crayon, avec des lavis dans les bleus, enfin ce genre de choses. Et donc du coup, comme je n'utilise pas les outils qu'on utilise d'habitude pour ce genre de bande dessinée, il y a eu un décalage qui s'est fait tout seul. Mais après, sur les références, franchement, c'est un peu parce que oui, j'ai des enfants et donc enfin les zombies pour l'instant. D'ailleurs, c'est un peu le principe dans le livre, c'est que justement on a affaire à un ado qui est fort dans cet univers-là. Et moi, je suis toujours un peu choqué d'ailleurs que les tout petits maintenant ça leur fait rien du tout quoi. Enfin, Walking Dead, je ne dis pas, mais le zombie, c'est vraiment un gimmick comme ça. L'ami, le zombie. Comment? Oui, non, mais il y a un côté. Donc voilà. Oui, alors ce que je voulais dire au niveau, par contre, du traitement couleur, ça, assez vite, avant de commencer à découper l'histoire, on en discutait avec Larry, et moi, je pensais que c'était bien de garder quand même la structure d'une pièce de théâtre. Donc, de découper la bande dessinée en chapitres. Donc, dans une bande dessinée classique, ou pas classique, mais enfin une bande dessinée en général, on n'a pas. Il peut y avoir des chapitres, mais c'est quelque chose qui n'est pas systématique. Et donc ici, c'était vraiment des chapitres. C'était chaque fois une espèce de scène. Donc, on fermait une scène et puis on rentrait dans une autre. Et comme on avait du style dans le il y a plusieurs genres mélangés, donc parfois c'est humoristique, parfois ça devient fantastique, parfois ça devient de l'horreur. Donc je m'étais dit comment passer d'un à l'autre. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place les codes couleurs. Donc j'ai un code couleur plutôt dans les verts, jaunes pour ce qui est printemps et on va dire des moments humour, oui plutôt les scènes où il y a de l'humour. J'ai des couleurs très rouges, sombres pour les passages plus glauques, quand on a des zombies, quand ils vont au cinéma, des choses comme ça. Et puis des moments plus froids alors, quand c'est l'hiver. Et donc là, c'est vraiment dans les bleus, bleu, blanc. Et donc, et ça, c'est vraiment une fois qu'on a déjà le code couleur et qu'on sait comment on va traiter les ambiances, ça fait vachement avancer le travail, quoi. On a beaucoup travaillé là-dessus à Larry au début. Oui, parce que on voulait éviter le coloriage. Oui, voilà. Ouais. Parce que ça aurait été fastidieux et sans doute peu intéressant pour le projet sur lequel on travaillait. Et donc, tu as trouvé cette idée là d'atmosphère. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour toi, mais oui, c'est ça, ouais. Les scènes sont atmosphériques et c'est la couleur dominante qui va transmettre l'atmosphère au lecteur. Et donc, ce n'est pas basé sur du coloriage. Enfin, c'est ce que j'ai compris ouais. c'est pas le mot. Mais c'était aussi jouer sur le flou un peu. Donc, par exemple, il n'y a pas de case. Ça aussi, c'était une des questions au début. Puis je me suis dit, j'ai jamais travaillé comme ça, mais là, je me suis dit, si je ne mets pas de cases, ça permet des interconnexions comme ça entre les cases, et à certains moments, on ne sait plus si on est tout à fait dans la réalité ou pas, et ça fait partie un peu du texte aussi. Donc, c'était intéressant on n'est jamais totalement clair,
au niveau graphique, en tout cas, sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Il y a des choses et donc ça permet de mettre un peu de flou aussi dans le traitement, quoi. Je trouvais que c'était intéressant. On a une question justement du public, Joanne, qui demande, est-ce que les couleurs sont faites à la main, Pierre? Non, j'ai travaillé, alors ça c'est marrant parce que avant je travaillais tout à la main, donc pour l'album Le Belge qui est très clean comme ça, avec des lignes, avec des zones de couleurs en aplat de couleurs, et donc on me disait toujours tu travailles à tablette graphique, alors que je travaillais tout à la plume ou avec des stifs, des choses comme ça. Et pour celui-ci, en fait, j'ai travaillé les couleurs. C'est tout. En fait, je travaillais avec une tablette, un iPad. En fait, je sais pas si, je veux pas faire de la pub pour Apple, mais c'est un outil quand même génial pour travailler justement les matières. Voilà, ce serait faisable de le faire à la main, ça peut être chouette, mais le gros avantage ici, c'est que c'est comme de la plasticine, quoi. Donc on peut vraiment modeler, rajouter, enlever. Et donc avec Larry, je pouvais lui envoyer des tests. On me disait ah non, ici c'est un petit peu. Enfin, ceci dit, Larry n'a jamais été trop directif, mais quand il avait enfin, je lui soumettais des ambiances, etc. Et quand il sentait qu'une ambiance, par exemple, était trop froide ou justement trop glauque, du coup, c'était très facile pour moi de faire d'autres tests. Donc, j'ai tout fait. On dirait que c'est fait avec de l'aquarelle ou des gouaches, et en fait, c'est en numérique. Larry, justement, puisqu'on parle de comment Pierre s'est approprié l'histoire, on pourrait dire, et créer une atmosphère et comment l'échange s'est passé entre vous deux. Est-ce que c'est bien différent que le milieu théâtral? Est-ce que c'est bien différent que lorsque tu proposes ou que tu diriges ou que tu adaptes ou que tu questionnes certaines interprétations au théâtre de ton texte? Parce qu'il y a aussi de la couleur avec les éclairages, il y a aussi l'intégration de son, de musique. Est-ce que c'est le même rapport ou l'adaptation de bande dessinée est différente? Disons qu'il y a des ressemblances, mais dès le début du travail avec Pierre, je me sentais plus au cinéma qu'au théâtre. Étrangement, parce que c'est une pièce de théâtre. Mais j'expliquais à Pierre que j'ai l'impression que si on percevait notre travail comme si on était en train de tourner un film, ça serait plus utile. Pour s'éloigner justement un petit peu plus de la théâtralité, parce que le cinéma, c'est visuel, alors que le théâtre, c'est aussi visuel, mais c'est beaucoup la force des mots, la présence physique réelle des acteurs et tout le travail du metteur en scène aussi, parce que la création en 2016, c'est Benoît Vermeulen, directeur du théâtre Le Clou, qui a créé au théâtre Le Garçon au visage disparu. Il avait sa propre vision de l'histoire, et qui n'était pas nécessairement la mienne, mais on a travaillé beaucoup ensemble. Mais cette fois-ci, là, il fallait se détacher de la vision théâtrale et trouver. En fait, j'ai senti que c'était plus dans le monde cinématographique qu'on allait trouver les bons repères. Par exemple, pour créer l'Ambroise, pensons au film de Hitchcock ou au film de Polanski, en fait, de trouver des références parce que c'est des cadrages. C'est trouver le bon cadrage. Au théâtre, oui, l'éclairage fait des cadrages, mais on est dans quelque chose de l'œil du spectateur bouge, se promène, peut même regarder le bout de ses pieds pendant la représentation. Alors que quand on a un livre, ça ressemble un peu plus au cinéma, parce que lorsqu'on est au cinéma, c'est grand et on regarde ce que le réalisateur nous a voulu qu'on regarde, quoi. À moins de se fermer les paupières. Donc, j'ai senti que les références cinématographiques allaient être plus utiles que les références théâtrales. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tout à fait. Pierre? Je pense que parlais souvent de cinéma, j'ai l'impression je disais à Pierre, où tu mets le projecteur? C'est quoi le cadrage? Parce qu'il faut faire des cadrages dans une BD. On a beaucoup discuté aussi de l'impact émotionnel. Comment faire en sorte que une image va transmettre de l'émotion? Alors là, c'est une question aussi souvent de dimension, de zoom. Qu'est-ce qu'on montre d'un corps de personnage? Est-ce qu'on montre juste la tête, juste un regard, une tête avec son épaule? En fait, le rapport, le cadrage corporel devient très, très, très important et me rappelle énormément le travail. Pierre, est-ce que ces indications ou ce travail, disons, de cadrage
t'a aidé? Est-ce que tu as vu quand même une similitude avec le reste de ton travail où tu dois parfois mettre en image ton propre texte ou d'autres textes quand tu travailles en tant qu'illustrateur? Mais dans ce cas-ci, le fait que ça vienne du théâtre, comment tu réagis à cette adaptation au cinéma? Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Ben oui, enfin, je reviens sur ce que je disais au tout début. Au départ, moi, je viens vraiment. En fait, j'ai une formation de graphiste au tout départ. Donc, je suis arrivé à la bande dessinée, à l'illustration, parce que ça me plaisait de jouer avec les images. Donc, au départ, c'était même parfois. J'aime beaucoup des gens, je ne sais pas si vous voyez, comme Tom Gold ou. Enfin, c'est des gens qui font c'est presque minimaliste. Et donc, c'est super. J'adore ce genre de graphisme. Mais disons que quand on arrive pour faire un travail comme ici avec Larry, on est obligé il faut aller plus, enfin c'est pas qu'il faut aller plus loin, il faut autre chose quoi. Donc parce que on a besoin, comme Larry l'explique. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il expliquait, c'est que comme on doit faire ici, c'était vraiment faire passer des émotions. En fait, j'ai un ami qui me parle, je coupe tout le temps, mais j'ai un ami qui me parlait de ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux types. Et puis alors après, on peut mélanger les styles, mais on peut faire. Donc lui, il expliquait que soit on est plutôt dans Aristote, ou on est plutôt dans Brecht. Donc Aristote, c'est vraiment l'émotion. Donc il faut se rapprocher, il faut y croire, il faut ressentir ce que le personnage est en train de vivre, etc. Et dans Brecht, on peut faire passer aussi l'émotion, mais on va la faire passer plus par l'intellectuel. Donc, on va montrer que ce sont des personnages. Donc, on a une distance avec le personnage. On ne doit pas être à la place du personnage, quoi. Donc, on les voit comme des petites marionnettes de loin. Et puis, et donc, ça peut nous donner de l'émotion. Les deux sont extrêmement intéressants. Mais disons que ici, dans le travail avec Larry, c'était vraiment le challenge, c'était de faire passer les émotions. Et donc, a priori, moi, c'était pas tellement ce que je savais bien faire. Donc, mais je suis très content que Larry m'ait fait confiance parce que du coup, j'ai dû enfin voilà, j'ai appris, j'ai fait évoluer mon graphisme. Est-ce que ça a été jusqu'à des directions d'acteurs ou de jeux des personnages à l'intérieur de la bande dessinée? C'est une question de Jean-Paul du public. Ben oui, c'est presque ça, moi je trouve. Oui. Parce que on se posait même la question comment si tu te mets à la place de la maman, tu la vois plus, elle a quel âge, est-ce que enfin on parlait de tout quoi, de ses vêtements, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle est pas fatiguée, donc oui, on est vraiment dans. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Larry, mais J'en viens. Oui, moi j'ai l'impression que j'avais une fonction de metteur en scène et j'aimais beaucoup ça. ouais. Une fonction mineure, évidemment, mais ça faisait partie de notre dialogue et je trouvais ça très, très passionnant pour moi. Parce que j'ai un métier d'acteur, un métier de metteur en scène, j'écris des pièces de théâtre. C'est normal que je perçois ce projet avec mes compétences théâtrales et aussi, alors je parlais aussi des références cinématographiques. Et c'est vrai que moi, j'avais la sensation qu'on parlait de vrais personnages et qu'on essayait de les déplacer dans l'espace comme on dirige des acteurs. Et les cadrages nous permettaient de prévoir quel type d'émotion allait recevoir l'éventuel lecteur. Non, c'est vraiment intéressant et je pense que j'aimerais bien recommencer ce type de travail. Parce que malheureusement, je fais plus de mise en scène. Je me considère maintenant vraiment absorbé par l'écriture. Mais j'ai une grande nostalgie du travail de mise en scène, de direction d'acteurs. J'ai formé des acteurs pendant 35 ans. Alors là, je prenais mon plaisir, Pierre, à discuter avec toi et à faire ce type de travail. Voilà. Quel est le travail autour des dialogues qui a été fait? Est-ce qu'ils ont été à 100% conservés? Est-ce qu'ils ont été modifiés un peu? Parce que quand on lit la pièce, c'est uniquement des dialogues. On n'a presque pas de didascalie. Il y a parfois des émotions en parenthèse, mais c'est tout. On n'a aucune indication autre que le dialogue. Comment vous avez travaillé ce dialogue ensemble pour arriver à la bande dessinée? On peut commencer par Pierre. Et en fait, oui, ça c'est très particulier parce que c'est pas du tout. Bon, en général, quand on travaille sur un projet de BD, on a d'abord plutôt
une description, donc un scénario quoi, de l'histoire, etc. Et donc, enfin, on travaille aussi les dialogues en même temps, mais parfois les dialogues peuvent venir après. Voilà. Mais ici, donc moi, il n'y avait pas de description de lieu ou ce genre de choses. Donc la me disait, voilà, moi je sais pas, tu dois essayer de me dire comment est-ce que tu vois ce lieu, où est-ce que tu les vois, etc. Et mais donc du coup, c'était un peu, ça faisait un petit peu peur, mais en même temps, ça donnait énormément de liberté, quoi. Donc ça, c'était donc moi directement, je voyais des images en lisant les dialogues, donc je pouvais proposer. Ça me donnait vraiment beaucoup de liberté. Je pouvais proposer différents lieux à Larry, et puis après il me disait ah ben voilà, j'avais pas pensé à ça, mais ça convient bien. Ou alors ah non ici en fait on comprend pas. Ou alors moi j'avais compris autre chose et donc je changeais le sens quoi, carrément de certains morceaux de scène. C'est arrivé. Hein, par exemple dans juste avant de rentrer au cinéma. Moi, je voyais ça pendant la journée. Je ne sais plus comment ça se passait. Je Oui, crois que moi, on a changé. Toi, tu l'avais fait pour que c'était le jour, alors que c'était la nuit. Et voilà, on a changé, enfin, on a changé le temps de la. voilà, on a dû changer certaines choses comme À ça. cause des couleurs que tu avais déjà choisies, et puis là, je t'avais dit, mais ça ne fonctionne plus du tout avec le décalage horaire. Parce que Ouais, le garçon, après son papa, il était en Afrique. oui, voilà, c'est Donc, ça. il Ouais. fallait qu'il y ait un décalage horaire qui soit respecté. Et ce qui fait que toi, la façon que tu avais traité les coloris, on était la nuit. Voilà, ouais. Si on analysait la situation, on était le jour. Voilà, ouais. Et donc, au lieu que tu refasses tout ton travail, j'ai changé l'histoire un petit peu. Ouais, voilà. Et donc, j'ai dû changer des répliques pour que ça soit conforme au fait que cette action se passe pendant la nuit à Montréal et le jour en Afrique. Voilà. Voilà. Et il y a eu aussi au niveau des dialogues, si je me souviens bien, avec le curé, tu as supprimé certaines. En fait, j'ai supprimé beaucoup de textes parce que, d'abord, ce n'est pas l'ordre des scènes a été changé. Ouais. La pièce de théâtre commence par la scène du cinéma, alors que la BD commence au poste de police. Et donc, j'ai changé l'ordre des scènes et j'ai surtout beaucoup coupé de texte. Ouais. Parce que la pièce commençait par en fait, commençait par le cinéma et ensuite on allait au poste de police. Et là, la mère avait un très long texte Ouais, euh, ouais, ouais. qui n'apparaît pratiquement pas dans la BD parce que c'était un texte basé sur des occurrences de mots, de rythmes avec des onomatopées et ça ne fonctionnait pas pour une BD. Mm. Donc, ce qui fait que j'ai presque tout enlevé de ce passage, mais j'ai enlevé un peu partout des mots, des phrases, des conjonctions, des plis, des cœurs, pour que le texte soit le plus fluide possible et le moins redondant par rapport, évidemment, à l'image. Oui, il y Donc, avait ça aussi. il y avait une minceur, en fait, Ouais. pour que le texte, en fait, pas le texte, mais que l'image ait toute sa force, son autonomie. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi au théâtre ou c'est une liberté de cette proposition de bande dessinée de couper du texte, justement? Larry, est-ce que ça existe aussi en théâtre de faire ce genre de coupure? Tu vois, Catherine, j'ai toujours dit aux metteurs en scène qui montent mes pièces, je ne suis pas fétichiste. Vous pouvez couper mes textes, aucun problème. Évidemment, il faut que ça soit justifié, parce que c'est un sens. Mais et souvent, je propose des coupures. Et quand j'écris des romans, le premier coupeur, c'est moi. J'écris toujours, c'est pas pour un roman de 200 pages, j'en écris 300, 350, et je coupe. Je réécris, je coupe, etc. Donc, mes romans sont assez courts. Mes textes de théâtre durent en général 1h20, je ne sais pas pourquoi. Il y en a des plus longs, des plus courts, mais on a comme une espèce de rythme intérieur qui fait que nos œuvres ont ce rythme aussi. Et donc, le garçon, il n'existait pas au départ quand Benoît Dormilène m'a contacté pour créer un spectacle avec sa compagnie, le Clou. On a commencé avec rien du tout, aucune histoire. Donc, on s'est retrouvé dans une salle de théâtre avec des acteurs et Benoît. Et on avait des impros à partir de mots, d'objets. J'avais apporté quelques idées. Et on a passé beaucoup d'heures à trouver des choses.
Et après, j'ai quitté le groupe et j'ai dit, bon, j'ai assez de matériel, je vais vous proposer quelque chose. Et évidemment, au départ, je pense que le projet, c'était autour du cerveau, qui n'a rien à voir avec le garçon au visage disparu. Je pense que je voulais lui proposer une opération, je dirais pas à cœur ouvert, mais à cerveau ouvert. Je trouvais ça intéressant qu'on assiste à une opération au théâtre. On ouvre le crâne de quelqu'un et qu'on joue dans son cerveau. Ce qui arrive à beaucoup de gens en ces temps-ci. Et, malheureusement. Et donc, j'ai abandonné cette idée, mais un jour, je la reprendrai sûrement. Et j'ai proposé cette histoire, parce qu'en prenant des notes, en réécrivant beaucoup, j'ai eu cette idée qu'au lieu d'un cerveau, c'est pour le visage que je vais travailler. Parce que moi, toutes mes pièces viennent du corps. Je commence toujours par me poser la question du corps. Et là, le corps de ce jeune adolescent, ben, j'ai dit, tiens, s'il n'y avait pas de visage, qu'est-ce qui se passerait? Ben, sa mère serait complètement désarmée, elle chercherait de l'aide, elle voudrait savoir pourquoi son fils perd son visage. Mais moi, l'auteur qui ne savait pas encore pourquoi, il fallait que je le sache aussi. Et donc, j'ai dit, oui, mais il a un père. Et quand on est adolescent, on a des conflits avec sa mère, on a des conflits avec son père, avec l'autorité, on a des passions, enfin, bref, j'étais en plein dans la crise existentielle de l'adolescent. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Benoît l'histoire du garçon au visage disparu. On est retourné donc en impro avec des acteurs, mais cette fois-ci avec le scénario que je proposais. Et puis, ensuite, je suis retourné chez moi et c'est là que j'ai écrit la pièce. Si on réfléchit un peu pour s'amuser dans la question de l'adaptation, il y a la question de la temporalité aussi. Le théâtre a une notion éphémère. On est dans un lieu, il y a quelque chose qui se passe et on le revivra probablement jamais, même si c'est repris un soir après soir, ce sera jamais la même chose. Tandis que là, le texte va être mis sur papier pour toujours. Et je voulais savoir si vous avez réfléchi à cet aspect, à l'adaptation d'un texte théâtral qui vient un peu contredire l'éphémérité ou le côté éphémère du théâtre, du monde théâtral. Oui, ben c'est un peu comme un film. Le film, une fois qu'il est filmé, il ne va pas changer. Le roman non plus. Alors que le théâtre, à chaque fois qu'un metteur en scène prend un texte, il va créer quelque chose de nouveau. C'est ça qui est formidable. Le théâtre, c'est vrai, c'est éphémère et ça appelle l'imaginaire d'autres concepteurs et du metteur en scène et des acteurs. C'est un travail très, très, très collectif. La BD maintenant existe et on ne pourrait pas adapter de nouveau la BD en BD parce qu'elle est faite. Mais la BD pourrait inspirer un chorégraphe, par exemple, ou un cinéaste, parce que là, il voit un visuel cadré, arrêté, et ça pourrait l'inspirer pour faire un film, une comédie musicale, en fait, ou des peintures. Donc, l'œuvre peut toujours se retransformer grâce à ce travail de la BD qui, lui, est maintenant fixe. Pierre, est-ce que tu as réfléchi à cette question, à arrêter, si on veut, le visuel de l'histoire? Puis, est-ce que tu t'es dit, bon, après, ça va être signé par moi? Est-ce qu'il y a un petit stress par rapport à ça? Ou au contraire, comme Larry, tu as cette idée de, bon, ben, c'est une interprétation parmi dans d'autres qui pourra évoluer? Oui, enfin, j'ai pas eu de stress par rapport à ça. Ce qu'il y a aussi, honnêtement, c'est pas pour jeter des fleurs à Larry, mais c'était vraiment une chouette collaboration. Donc, on était, j'ai jamais eu une impression comme Larry que j'avais une pression comme ça sur les épaules. Voilà, on expérimentait et puis quand ça fonctionnait, moi j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'expérimentation dans ce projet. Et puis quand ça fonctionnait et qu'on était d'accord, on gardait. Donc c'est pas comme si voilà, Larry me donnait son texte et puis voilà, tu fais quelque chose avec et tu te débrouilles, mais il faut que ça fonctionne. C'était pas du tout comme ça. Donc on a vraiment travaillé ensemble. Et même on n'a pas travaillé non plus de manière linéaire. Sur la fin, oui, mais au début, on a cherché sur les ambiances de chaque scène. J'ai cherché des personnages, donc ça s'est fait. C'était comme un puzzle quoi que je montais. Et puis seulement quand on avait toutes les pièces du puzzle, alors là, j'ai vraiment finalisé la BD. Alors là, je l'ai fait de manière plus linéaire, mais comment dire, donc c'était assez organique comme manière de travailler et donc du coup c'était pas on n'a pas l'impression de figer un truc comme ça
Oui. Ça se fait. On fait évoluer, et puis quand c'est bon, en fait, on arrête, quoi. Il y avait un côté, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et j'ajouterais aussi qu'on a été quand même encadré par la Oui, BALIA. Donc, tout un travail d'édition. C'est Lucie Papineau qui a fait le travail d'éditorial, donc qui recevait le projet par fragment et qui nous envoyait des commentaires, ce qui permettait déjà d'avoir un feedback et de rétablir le tir s'il y avait quelque chose à rétablir. Donc ça aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maison d'édition qui a confiance en nous, qui nous laisse travailler, mais quand même qui veulent avoir, non pas, je dirais, des résultats, mais regarder le processus pour pouvoir le recalibrer s'il le fallait. Et donc, on a été très, très bien servi par Lucie Papineau, qui est très chouette avec nous. Et puis, ils étaient assez souples aussi, parce qu'on a quand même modifié, on a changé légèrement la longueur. C'était très généreux parce que tout bout de champ, on disait, ça va prendre un petit peu plus de pages, un peu plus de pages. Encore un peu plus de pages. Il y avait ce côté-là. Et puis, comme on voulait avoir chaque fois des doubles pages pour changer de chapitre, à un certain moment, on ajoutait une page au milieu d'un chapitre, mais donc du coup, ça décalait tout. Donc, on est obligé d'en ajouter deux. Et donc, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont été super. On n'a jamais eu de nom catégorique comme ça, une proposition qu'on faisait. Non, je pense que les éditeurs sont très contents du travail. En fait, ils nous l'ont dit, alors on peut le dire. Voilà. Est-ce que le fait que ça soit pour un auditeur ou un lectorat adolescent, ça a créé un défi de plus? Parce que c'est quand même un défi déjà à la base de composer une pièce de théâtre pour les adolescents ou d'écrire une bande dessinée pour les adolescents et adolescentes. Est-ce que vous, dans vos discussions, c'est arrivé à un certain moment donné où il faut quand même que ça plaise à notre lectorat? Moi, j'ai eu ce défi quand j'ai écrit la pièce parce que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est vraiment écrire des pièces pour les adolescents. Parce que pour les enfants, c'est nettement plus facile. Les enfants rentrent tout de suite dans l'imaginaire, dans le fantastique. Tout est possible avec eux. Pour les ados, ça marche pas comme ça du tout. Tout, par exemple, tout le rapport à l'amour, à la sexualité, c'est très complexe. Si on en met trop, on va les perdre parce que mettez 200 ou 300 ados dans une salle et faites une scène de baiser, vous allez voir ce qui va se produire. Donc, il faut vraiment prévoir les réactions hormonales au théâtre. Si on parle de violence, parce qu'il y a aussi beaucoup de pièces pour ados où on peut parler de violence, de racisme, de sexualité, il faut trouver les bons dosages, les bons mots et les bonnes justifications. Et donc, ce défi-là, je l'avais, j'imagine, relevé avec l'écriture de la pièce. C'était maintenant le défi de Pierre de trouver les bons personnages en termes graphiques. Parce que moi, j'avais relevé le mien, c'était donc peut-être à Pierre. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé ça difficile. Toi, tu as des enfants, ils sont peut-être des pré-ados maintenant. Ils sont pas loin de oui, c'était pas, au début, c'était pas évident parce que de savoir est-ce que. Alors, on nous parle souvent de manga, mais bon, enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. Mais bon, on a pensé à la taille, par exemple, parce que souvent, je pense que, enfin, les ados, en tout cas, c'est une observation qu'on a. Souvent, les bouquins ados sont un peu plus petits. Alors, est-ce que ça vient du fait que les mangas sont plus petits? Moi, je pense que c'est simplement que c'est plus facile à apprendre avec soi. Il y a un côté c'est un peu plus vers le roman graphique comme ça. Mais il fallait pas non plus tomber trop dans le roman graphique qui est trop intello parce que du coup, ça pouvait faire, ça pouvait un peu les rebuter. Donc, enfin, il fallait vraiment trouver. Après, j'espère qu'on l'a trouvé parce qu'on n'a pas encore eu tous nos retours d'ados. Mais voilà, oui, c'était pas évident à trouver. Moi, j'ai pensé à faire un peu un mix comme ça entre ce que je savais faire d'abord, et puis j'ai pensé beaucoup au format du manga. Je pensais à des bandes dessinées comme cet été-là, par exemple. Vous voyez, ce genre de format qui est entre le manga et le roman graphique, mais qui peut plaire aussi aux adultes, hein, mais par contre, qui touche super fort les adolescents, avec des personnages auxquels on s'attache très fort. Donc, je voulais aussi que, par exemple, des personnages, la fille et le garçon, que des ados puissent vraiment s'identifier à ces personnages-là.
Moi, j'avais jamais fait ça non plus avant, donc soit c'était vraiment adulte, ou alors vraiment enfant, quoi. Et pour enfants, c'était, par exemple, Topo, c'est adolescent, mais c'est quand même du reportage, c'est quand même sérieux, il y a un côté éducatif, donc c'était pas dans l'émotion, quoi. Donc tandis qu'ici, il fallait vraiment qu'ils puissent s'identifier au personnage. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que les ados, on peut pas les prendre pour des sots, quoi. Il faut vraiment, il faut qu'ils comprennent qu'on fait ça sérieusement pour eux, quoi. Je sais pas comment expliquer. Donc, il faut vraiment, voilà. Donc voilà, moi, par exemple, les Walking Dead et tout ça, il fallait que ce soit juste la chambre, les vêtements aussi. On a parlé pas mal aussi avec Larry, la fille, la manière dont elle dont elle mettait ses cheveux, enfin tout, quoi. C'était important que ce soit vraiment une ado de maintenant et un ado de maintenant, quoi. Il fallait pas que ce soit, je sais pas, complètement Et en fait, un ado. il fallait pas qu'il ressemble à nous lorsque nous étions des ados. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est pas si évident, en fait. C'est pas si évident de. Ouais. Ben, le texte va venir appuyer ça aussi parce qu'il y a la répartie des adolescents qui est là aussi, donc ça va venir appuyer. J'ai bien hâte de lire cette bande dessinée. On est en direct pour parler de ce projet d'adaptation du texte de Larry Tremblay sur le garçon au visage disparu qui sera adapté en bande dessinée. On l'espère au mois de septembre, on va pouvoir lire le résultat final. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, le public, gênez-vous pas. On a une question de Jean-Paul. J'espère que je vais bien interpréter la question, mais je pense que ça s'adresse à Larry. C'est, en fait, est-ce que ce travail-là d'adaptation en bande dessinée, ces réflexions sur comment qu'on va faire mettre en scène au niveau graphique, au niveau de l'imaginaire, est-ce que ça va aider votre travail d'écriture dans le futur ou est-ce que vous voyez des petits trucs, des éléments qui vont peut-être changer dans vos prochains projets d'écriture? Je pense que ça m'a nourri, vraiment, ça m'a nourri et ça a sûrement déjà un impact dans l'écriture du nouveau roman que je fais actuellement parce que j'ai mieux expérimenté la notion de cadrage. Parce que c'est sûr, quand on fait des mises en scène au théâtre, je l'ai expliqué, il y a aussi des cadrages, mais au cinéma, c'est encore une référence plus importante. Et le fait d'avoir vraiment travaillé cadrage avec Pierre, de me dire qu'est-ce qu'on voit du corps, qu'est-ce qu'on voit de l'appartement, quel objet on voit, et Pierre était très, très habile pour faire ces cadrages-là successifs lorsque, par exemple, dans la scène du poste de police, entre la mère et le policier, à tout bout de champ, le policier va avoir le dos tout courbé, puis d'un coup, en fait, le corps va exprimer beaucoup. Et pour chaque case, même si ce ne sont pas des cases, il y a une expression différente. Et je crois que le cadrage, cette notion-là va se refléter dans mes œuvres de façon un peu plus consciente, si je dirais. Et Pierre, peut-être qu'on peut relancer la question de votre côté. Est-ce que le travail d'adaptation théâtrale va finir par avoir une certaine influence dans vos prochaines bandes dessinées? Oui, moi, ça c'est clair que. Disons que ça a apporté une corde en plus à mon arc, on va dire, dans le sens où donc j'ai un travail d'illustration aussi que je continue. Et puis dernièrement, là, je viens de faire un reportage pour la revue dessinée. Nouveau, là, c'était sur un truc sur les tribunaux d'arbitrage, donc c'est pas du tout de la fiction. Et donc là, je suis vraiment dans quelque chose de pas du tout dans l'émotion, dans quelque chose de très didactique. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de développer beaucoup plus le côté fiction. Oui, disons que maintenant, je peux penser, je peux me dire, ah voilà, si je veux raconter une histoire sur quelqu'un, par exemple, qui est là, je suis parti sur un truc d'ailleurs sur une fille sur l'amour entre une fille et un garçon qui sont très bien ensemble, mais qui l'un est très carriériste et pas l'autre. Enfin voilà, des choses comme ça. Et c'est des histoires auxquelles j'aurais jamais pensé avant parce que j'ai l'impression que je pouvais jamais faire ça. Donc ici, j'ai pas eu le choix. Donc j'ai dû passer. Et en fait, je me suis bien amusé. Au début, c'était pas facile, mais après il fait plus ou moins 100 pages ce bouquin, c'est ça? Donc après avoir fini les 100 pages, je me suis senti plus à l'aise aussi. Je me dis allez, maintenant je peux y aller sur une autre histoire de ce type-là.
Et puis je pense que, avec Larry d'ailleurs, on a un autre projet en vue, hein, donc. Intéressant, toujours en adaptation théâtrale. D'ailleurs, c'est une question d'Iris du public que je gardais pour la toute fin, mais est-ce que ça vous a donné le goût de retravailler ensemble? Absolument. On a déjà un projet, on ne va pas en parler. Mais on va le garder secret pour l'instant. Voilà. Est-ce que chacun de votre côté, c'est un travail que vous faites souvent en collaboration? C'était une question aussi d'Iris, mais il me semble que vous travaillez chacun beaucoup en collaboration avec d'autres personnes. Est-ce que ça va continuer? Et pourquoi toujours choisir de collaborer beaucoup avec les autres? Ou est-ce qu'au contraire, dans le futur, vous allez avoir des projets solo qui s'en viennent? En théâtre, vous savez, on ne peut rien faire tout seul. C'est un art collectif, donc c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre, parce que j'aime être avec les gens. Alors qu'on soit acteur, metteur en scène, qu'on écrit des pièces, c'est formidable de se retrouver avec 20, 15, 30 personnes. Évidemment, pendant la pandémie, il y a une énorme nostalgie de ce type de travail. Et puis, j'aime bien, depuis que j'ai commencé avec Même pas vrai, où j'ai collaboré avec Guillaume Perrault pour le livre, je trouve ça extrêmement gratifiant de travailler dans le domaine du livre, parce que en général, quand j'écris un roman, je suis tout seul. Bon, avec une pièce de théâtre, parfois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je me retrouve avec des acteurs, un metteur en scène, pour commencer pour que ça germe quelque part. Mais souvent aussi, j'ai une commande, on me dit pas trop quoi faire, et puis j'écris la pièce et c'est fait. Mais là, ce type de collaboration, j'aime beaucoup. Et c'est pourquoi, déjà, comme on l'a dit, Pierre et moi, on est déjà sur un autre projet. Alors moi j'aime bien. Pierre, solo, en collaboration? Mais moi, j'ai toujours privilégié quand même les collaborations. Parce que j'ai toujours... ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours peur, c'est de me retrouver tout seul dans un projet en bande dessinée. Mais bon, je me dis que ce serait peut-être quand même bien. Là j'ai un projet que j'ai envie de faire solo. Mais bon, je serais quand même aidé par... J'ai un ami qui est très bon en scénario, Alain Munoz, qui fait de la BD. Et avec qui on discute beaucoup et qui me donne souvent des petits... Enfin, à qui je fais lire... même des projets comme la revue dessinée, je le passe, je lui fais lire pour voir s'il voit passer une erreur ou une grosse erreur ou quoi. Et donc ici, je vais faire un projet perso, mais il sera à côté de moi pour... je crois qu'on va se voir beaucoup. J'ai vraiment du mal, moi, avec le travail vraiment solo. Donc j'ai encore jamais fait ça. J'ai fait juste des fanzines qui sont pas trop longs à faire, mais j'ai vraiment du mal à rester tout seul sur un projet. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais en même temps, je suis un peu... J'aimerais bien pouvoir le faire parce que je trouve que c'est... Mais je sais pas si c'est Iris qui posait cette question-là. Je sais pas si c'est Iris Boudreau, mais par exemple, j'aime vraiment bien. Moi, j'adore son travail et c'est très personnel et elle fait tout toute seule et je trouve ça a aussi beaucoup de force parce que du coup, ça doit être comme génial d'arriver à dessiner, d'être complètement, d'avoir donc une histoire et de la raconter, de la dessiner sans intermédiaire comme ça doit être comme aussi assez jouissif. Mais c'est vrai que j'ai du mal moi. Même pour avancer, quoi. Si je suis tout seul, j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Je fais aussi de la musique, par exemple, et c'est important pour moi en fait, je le fais. Si je fais ça, c'est aussi parce que ça me fait rencontrer des gens, en fait. Simplement. Le fait de faire de la bande dessinée, ça fait partie du travail. Je fais d'abord de la bande dessinée ou de l'illustration pour rencontrer des gens avec qui travailler, en fait. C'est intéressant. Mais c'est un lien avec le théâtre très fort aussi, comme Larry le disait bien. J'ai l'impression que c'est un élément que la bande dessinée peut se nourrir du théâtre. C'est la collaboration, c'est l'ouverture avec un projet qui inclut plus de personnes. Messieurs, en concluant, je suis curieuse, étant donné que le sujet, c'est l'adaptation ou la mixité entre différents médiums artistiques. On a parlé d'un projet de théâtre qui est adapté en bande dessinée, mais est-ce que l'inverse pourrait être possible? Est-ce qu'on pourrait voir une bande dessinée qui pourrait être adaptée au théâtre, selon vous? Moi, j'ai dit oui tout de suite, sans même réfléchir, absolument. Et il y a aussi, on a vu des films devenir des romans, donc l'inverse est possible, donc pourquoi pas une BD, je crois que ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà? En tout cas, de la BD au cinéma,
oui, ça c'est pas mal. Déjà Riyad Satouf ou oui, enfin il y a plein de trucs comme oui, Astérix, enfin les plus mais même ou Daniel Close là, Ghost World. Je crois que ça se fait beaucoup de la BD vers le cinéma, ça se fait pas mal. Le théâtre vers la BD qui devient une pièce de théâtre. Je n'ai pas d'exemple, mais je pense que c'est possible. Je pense que ça existe. Je pense qu'en Belgique, il y en a déjà eu même je dirais pas dans les grands classiques, mais il y en a déjà eu, je pense. Ou alors plutôt des sketchs, par exemple, des BD à strip qui sont devenus des. Je sais que c'est pas une BD que j'adore, mais il y a une BD belge, j'ai oublié le nom. Enfin, ce sont des strips dans un café comme ça avec un gars qui raconte des blagues et tout. Et donc ils ont fait la pièce de théâtre qui est pas mal par contre là. Ouais, qui est très bien avec un café. C'est en fait la pièce de théâtre, c'est un café et puis il se passe plein de trucs entre les personnages. Donc oui, mais ça existe. Alors, on va attendre patiemment cette bande dessinée qui devait sortir ce printemps, mais qui a été décalée un peu avec la situation qu'on connaît tous. On l'attend pour septembre si tout va bien. Pierre, j'espère qu'on pourra vous revoir au Québec pour ce lancement ou du moins pour le festival l'an prochain. J'espère. Oui, on se croise les doigts. Je viens, quoi qu'il arrive, je viens, quoi. En bateau, à la rade. Même si c'est en touriste, je viens, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Larry Tremblay, Pierre Lecrenier. Si on veut lire le texte, Larry, c'est disponible dans de nombreuses bibliothèques ici au Québec et chez l'éditeur principal aussi, si vous voulez l'acheter. Merci à tous les partenaires de cet événement. Vous écoutiez Conversation mixte qui est organisée par le Festival de la bande dessinée de Montréal pour le mois de la BD à Montréal. Merci aussi à Gabriel, le réalisateur des Conversations mixtes. Et voilà, merci au public qui nous a écoutés et on vous retrouve pour la bande dessinée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.